La violence à Mayotte, c'est que vous sortez pour aller faire les courses, vous risquez votre peau, vous envoyez vos enfants à l'école, vous ne savez pas s'ils vont rentrer. Il y a tous les jours des incidents graves dans tous les établissements scolaires, au moins un dans l'île. Il y a une évacuation avec des lacrymogènes, sous protection des gendarmes, avec droit de retrait des conducteurs de bus, parce que le bus lui-même se fait caillasser, que tout le bâtiment est encerclé par des bandes extrêmement violentes. Voilà, c'est ça quand même la violence à Mayotte, c'est les ambulances qui se font agresser, c'est pas tolérable. C'est des bandes de jeunes, des hordes qui se baladent avec des machettes et qui agressent tout ce qui bouge. C'est pas possible, il y a des gens qui sont mutilés, qui sont handicapés et c'est quotidien. Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous recevons Estelle Youssoufa. Merci à vous d'être venue nous apporter un petit peu le soleil de Mayotte ici dans nos studios. Ça fait plaisir de recevoir une députée comme vous. Vous êtes donc députée de Mayotte. Vous avez été élue en 2022 pour la première fois. Vous avez un passé de journaliste. Vous avez aussi été d'une certaine façon militante pour l'identité de Mayotte, les droits des Mahorais. Vous êtes battue pour beaucoup de combats, on va y revenir. Et puis vous êtes aussi fille d'un père militaire mahorais. J'ai trouvé ça intéressant. Votre maman était infirmière, vous avez beaucoup de connaissances sur les questions militaires, stratégiques, voilà, on va pouvoir y revenir. Vous avez fait votre scolarité à Mayotte, voilà, et puis aujourd'hui vous êtes apparenté au parti politique UDI, à l'Assemblée vous appartenez au groupe LIOT, et vous incarnez aussi le mouvement qu'on appelle les chatouilleuses à Mayotte. Vous êtes revendiqué, on les appelle aussi, alors j'ai noté, vous me dites si je me trompe, Soroda Wamaoré, oui. Voilà, soldats de Mayotte en mahorais. Alors pour les lecteurs de Boulevard Voltaire qui connaissent peut-être pas forcément ce terme, ce sont des femmes de Mayotte qui se sont battues depuis les années 60-70 pour réduire l'influence des autres îles de l'archipel et notamment des Comores qui revendiquent toujours l'île de Mayotte, et c'est sous la houlette d'une certaine Zena Mdéré que les chatouilleuses ont combattu. En fait, c'est des militantes qui pratiquaient des chatouilles sur des militants des Comores qui voulaient du coup récupérer l'île de Mayotte. Et j'ai noté aussi qu'on vous surnommait la députée Poutou Ngoa, qui a priori veut dire piment oiseau. Pourquoi ce surnom, racontez-nous? Merci pour votre invitation. Donc en fait, lors de la campagne électorale, des satiristes politiques ont donné des surnoms à tous les candidats. Et ils m'ont appelé le petit piment ou piment oiseau parce que je n'ai pas la langue dans ma poche et que je suis assez vive. Alors ici, le piment est un peu, j'allais dire, ça incarne quelque chose d'agressif, alors que dans la cuisine mahoraise, le piment est indispensable à un bon plat. Donc c'est aussi une forme de compliment. Ce n'est pas que comment dire, méchant. Et en fait, c'est resté parce que j'ai trouvé ça très drôle. Et effectivement, à Mayotte, on me connaît beaucoup comme la députée Poutou Ngoa, donc la députée Petit Piment, parce que je suis très franche. Alors, pourquoi on a souhaité vous inviter? Eh bien, parce qu'en ce moment, il y a une actualité très forte à Mayotte, notamment sur l'insécurité, mais pas que. Et vous, en particulier, vous êtes illustré en 2019. Il y a eu un mouvement social mahorais, notamment aux côtés 2018, oui. Dès 2018, oui, aux côtés du collectif des citoyens de Mayotte. Je crois que vous en étiez devenue présidente, oui, d'ailleurs. par la suite, oui. Et c'est un collectif qui se battait, vous allez nous raconter, contre donc l'insécurité et contre l'immigration, mais aussi pour la départementalisation. On va y revenir, mais pour faire un zoom sur la situation actuelle à Mayotte, c'est épouvantable, disons-le. Il y a des barrages, les citoyens se réunissent pour manifester contre l'immigration, contre une forme aussi d'abandon de l'État. On a vu des images terribles, des déchets qui débordent un peu partout. Que se passe-t-il vraiment précisément à Mayotte, et sur vous, pourquoi personne n'en parle ici en métropole? On a l'impression que effectivement, l'État abandonne Mayotte. Je pense que Mayotte, notre diagnostic, c'est que c'est une situation de multicrise. Il y a une crise sécuritaire avec des violences inouïes, quotidiennes, une crise migratoire avec des arrivées quotidiennes de clandestins par bateau,
une crise d'infrastructures, de manque d'infrastructures qui se traduisent entre autres par le manque d'eau au robinet. On a une sous-production structurelle d'eau potable pour la population à Mayotte et un déficit d'infrastructures en route, en hôpitaux, en pistes longues pour notre aéroport pour permettre de désenclaver Mayotte pour la desserte aérienne. Il y a tout à faire à Mayotte et pour un territoire qui est français depuis 1841, avant l'Alsace et la Lorraine, Nice et la Savoie, ça interroge. Alors effectivement, Mayotte s'est battue pour rester française lors des indépendances. Les Comores, dont géographiquement Mayotte fait partie, on est un archipel, Mayotte, lors des référendums, a dit non. Et donc nos voisins ne le comprennent pas, ne l'acceptent pas et revendiquent Mayotte à l'international. On sent bien qu'à Paris, il y a un doute sur le caractère de Mayotte française qui peut expliquer non seulement les errances statutaires qu'a connues le département, mais aussi l'absence d'investissement structurel. C'est-à-dire que quand on sait que dans les années 50 et 60, le PIB par habitant de la Réunion était le même que celui de Mayotte et que vous voyez l'état de sous-développement dans lequel est Mayotte actuellement, c'est très frappant. Et ça s'explique entre autres parce que y a un sentiment d'illégitimité de certains qui considèrent que Mayotte française est une erreur historique, que le combat de Mayotte pour rester française n'est pas audible parce qu'il va à l'encontre du courant de l'histoire vers les indépendances. Mayotte a toujours eu un chemin singulier, mais j'allais vous dire c'est l'histoire de l'humanité. Chaque territoire a une histoire singulière, mais le rapport que l'Hexagone peut avoir avec ses anciennes colonies, ses territoires ultramarins, se projette aussi sur la lecture qu'on peut faire de la situation à Mayotte. La situation à Mayotte, c'est dans le débat sur les outre-mer qui coûtent une blinde, etc. Mayotte... La moitié des prestations sociales nationales n'existent pas à Mayotte. Et celles qui existent sont au tiers ou au quart du montant national. Voilà. Le coût de la vie, ça veut dire que les prestations pour les handicapés, certaines prestations pour les droits familiaux, etc., n'existent pas à Mayotte. Le SMIC, au niveau national, il est moindre à Mayotte. Voilà, c'est que des exceptions. Donc, le premier combat de Mayotte, c'est la justice sociale. Le premier combat, c'est celui qui explique la départementalisation et pourquoi les Mahoraises et les Mahorais, dans les années 60-70, jusqu'à 2012, la départementalisation. On s'est battu pour être département, pour s'inscrire dans la République, c'est-à-dire lutter contre les velléités de nos voisins comoriens. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes département, c'est inscrit dans la Constitution. Donc nous, on avait besoin de cette sécurité statutaire. Et c'est aussi l'égalité réelle. Et c'est pour ça que depuis 2012, il y a crise sur crise à Mayotte, parce que le pacte de la départementalisation, c'est l'alignement social, c'est des infrastructures, c'est des investissements, et que l'État ne fait pas sa part. Ce n'est pas seulement nous, Mahorais, qui le constatons, c'est la Cour des comptes qui l'explique de rapport en rapport pour expliquer que les inégalités de traitement à Mayotte ne sont pas acceptables et que si vous prenez juste cette question sociale qui déjà est intolérable, vous rajoutez une violence qui est inouïe. Mayotte, il y a 10 ans, 15 ans, n'avait aucune violence sur les personnes. Aucune, c'est dans tous les rapports. C'est aujourd'hui la capitale européenne du meurtre et des violences sur les personnes. Comment vous l'expliquez, cette hausse de la violence ? Parce qu'on est, depuis plus d'une dizaine d'années, au fur et à mesure que les Comores ont accentué leur pression pour leurs revendications, elles n'aboutissaient pas à l'ONU, donc elles ont envoyé et utilisé l'arme migratoire. Donc les Comores ont lâché les vannes et envoyé leur population. On l'a vu pendant l'opération Wambouchou, où les autorités comoriennes ont ouvertement contesté la souveraineté de la France et la légitimité du ministère de l'Intérieur d'organiser une opération de lutte contre l'immigration clandestine. Et c'est-à-dire que vous, au niveau local, vous faites le lien souvent contesté par certains mouvements politiques entre immigration et insécurité, délinquance. Alors, ce n'est pas que nous, c'est les préfets successifs, c'est officiel, ce n'est pas une interprétation partisane à Mayotte, c'est partagé par
tous les partis qui connaissent la situation, et les contestations, elles sont souvent ici de la part de gens qui n'ont jamais mis les pieds sur l'île. Oui, on avait vu d'ailleurs un député de NUPES, LFI, qui lui avait été un peu sur une ligne assez différente du groupe de la NUPES sur la question de l'opération Wambushu. Oui. On a vu qu'il avait pris une position, connaissant son île, un peu différente. Voilà, parce que comment dire, je pense que vous faites allusion à l'élu guyanais, parce que la Guyane fait aussi face à beaucoup de violences. Et il avait expliqué aux collègues de NUPES de laisser faire les autorités. Quand vous avez toute la population, des milliers de Mahoraises et de Mahorais qui soutiennent Wambushu, on est des locaux, on vous dit que la violence est insupportable, elle n'est pas supportable. La violence à Mayotte, c'est que vous sortez pour aller faire les courses, vous risquez votre peau, vous envoyez vos enfants à l'école, vous ne savez pas s'ils vont rentrer. Il y a tous les jours des incidents grave dans tous les établissements scolaires, au moins un dans l'île. Il y a une évacuation avec des lacrymogènes, sous protection des gendarmes, avec droit de retrait des conducteurs de bus, parce que le bus lui-même se fait caillasser, que tout le bâtiment est encerclé par des bandes extrêmement violentes. Voilà, c'est ça quand même la violence à Mayotte, c'est les ambulances qui se font agresser, c'est les soignants qui a été piégé dans une embuscade en novembre 2022. Et ça, c'est qui avait fait réagir d'ailleurs au niveau national. C'est classique. Ce n'est pas du tout une anomalie. C'est régulier à Mayotte et c'est pas tolérable. C'est des bandes de jeunes, des hordes qui se baladent avec des machettes et qui agressent tout ce qui bouge. C'est pas possible. Il y a des gens qui sont mutilés, qui sont handicapés et c'est quotidien. Donc la population se révolte pour avoir le droit basique, normal, constitutionnel d'aller et venir. Parce qu'aujourd'hui, à Mayotte, on ne peut pas sortir de chez soi normalement. Ce n'est plus possible, ça fait des années que ça dure. Et effectivement, l'opération Wambushu avait déclenché beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes, parce que c'était enfin l'État qui mettait les moyens pour ramener la paix et la sécurité. Ça a duré plusieurs mois et, très contesté ici, déclenchant une incompréhension totale à Mayotte. On n'a pas pu comprendre que certains nous dénient le droit d'avoir de la sécurité. C'est pour ça que Mayotte souvent se sent incomprise. On ne comprend pas qu'il y ait cette espèce de racisme bontin de dire non mais c'est des noirs en fait, ils s'entretuent entre machettes, vous devriez vous habituer, parce qu'en gros c'est ça ce qu'on nous dit. On nous dit vous comprenez, qu'est-ce qui vous indigne? Vous envoyez vos gosses, ils sont sous protection de la gendarmerie à l'école, tout à fait normal. Vous allez à l'hôpital, vous ne savez pas si vous allez arriver entier parce que c'est un désert sanitaire. Qu'est-ce qui vous indigne? Enfin, moi, si vous voulez, il y a une légitimité des revendications sociales à Mayotte qui sont là depuis plusieurs années. Le premier conflit social du président Macron, c'était Mayotte. Avant les Gilets jaunes, un an avant. Et c'était une colère sociale qui est en train de se répéter et qui est amplifiée parce qu'il n'y a pas eu de réponse politique au sujet. La réponse sécuritaire, ce n'est qu'un axe. La question politique fondamentale, c'est que veut faire Paris de Mayotte ? Est-ce qu'il y a un investissement massif, un ancrage de Mayotte dans la République qui soit à hauteur de la promesse républicaine ? Ce n'est pas une lubie, c'est la départementalisation, elle induit des obligations d'investissement de l'État. On ne peut pas rester dans un système dérogatoire à Mayotte. Ça veut dire que sur la question des flux migratoires, qui sont instrumentalisés par les Comores, il faut trancher diplomatiquement et il faut décider qu'on arrête de ménager ce voisin qui est un faux ami. Alors ça, c'est ce qui a permis de mettre en place, toutes ces questions se sont posées au moment de la mise en place de l'opération Wambushu, on va y revenir. Simplement pour mettre un contexte avec des chiffres, Mayotte, en 2022, 300 000 habitants, a priori, selon Non, oui, l'INSEE. C'est l'INSEE, parce que ces chiffres sont très contestés. Effectivement, ce sont des chiffres de l'INSEE, dont la moitié seraient des étrangers. Non, selon les chiffres de 300 000... Alors vous avez d'autres chiffres? Les chiffres de 330 000 sont les chiffres de l'INSEE qui sont contestés par tous les élus et toute la population. Et même les préfets successifs. Puisque quand vous avez, les distributions de masques pendant l'épidémie de Covid, le préfet distribue 450 000 masques en disant un par adulte. Là, on a distribué des bouteilles d'eau pendant la crise de l'eau. Il y a eu de distribution d'eau à hauteur de 400 000 personnes à Mayotte. D'accord. Donc on est à au-delà minima, on est à 450 000 personnes. Et dont la moitié sera a priori étrangère. Largement plus, puisqu'on ne compte pas les mineurs. Oui. Et alors... La population à Mayotte, la moitié de la population a moins de 20 ans.
Ça veut dire qu'à Mayotte, toutes les réflexions que vous pouvez entamer sur l'éducation, sur la jeunesse, pensez que les adultes sont minoritaires à Mayotte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de natalité à Mayotte. Le réarmement démographique d'Emmanuel Macron... Non, parce que 90% des naissances, c'est des étrangers. Donc moi, je veux bien tout entendre sur la démographie. La démographie des Mahoraises, elle est réglée. Il y a eu une transition démographique. Par contre, x2 en 20 ans. On est devenu la plus grosse maternité d'Europe, avec 90% de naissances des étrangères. Donc en fait, le sujet n'est pas une natalité mahoraise. Le sujet, c'est une natalité étrangère qui vient à Mayotte pour obtenir le droit du sol. Et c'est pour ça que la question du droit du sol est posée à Mayotte. Et qu'elle est, moi j'en ai bien conscience, extrêmement polémique dans notre pays. C'est ancré dans le combat révolutionnaire, républicain. Le droit du sol, c'est un héritage historique. Qu'on le remette en cause à Mayotte exige une réforme constitutionnelle. Mais en fait, c'est le défi du réel face à nos grands principes. Moi, je peux tout entendre sur l'accueil, je peux tout entendre sur le droit. Je suis dans un désert au niveau sanitaire, je suis dans un désert au niveau des infrastructures publiques, je suis dans un désert de droit, d'accès au droit, d'accès à l'eau, d'accès à l'éducation. Et donc, on ne peut pas m'expliquer sur une terre qui accueille plus de la moitié de sa population est étrangère que nous, on va nous donner des leçons d'accueil. Nous, à Mayotte, on ne peut plus entendre ça. On n'a pas de leçons d'accueil à recevoir de l'Hexagone qui s'est protégé du flux migratoire qui arrive à Mayotte en mettant en place un système de visa particulier qui fixe les migrants qui arrivent à Mayotte restent à Mayotte. Ils sont régularisés, mais ils restent à Mayotte, ils ne peuvent pas aller dans le reste du territoire national. Donc, l'Hexagone table sur l'insularité de Mayotte. Nous, on fait face à un flux sans cesse croissant, avec l'application des règles nationales dans un contexte où on donne de plus en plus de droits aux étrangers, parce qu'il y a une course aux droits des étrangers qui est menée par des associations, par des ligues, qui sont dans leur combat, moi je veux bien entendre, mais qui en fait font totalement abstraction de la réalité locale, qui font totalement abstraction de la faisabilité de ce qu'elles engagent. Quand vous avez la CIMAD, Solidarité Mayotte et d'autres associations qui sont à Mayotte en train de faire 90% des affaires au tribunal administratif de Mayotte concernent le droit des étrangers, c'est-à-dire que ces associations créent de la jurisprudence. Pour les étrangers qui s'appliquent au niveau national. Elles profitent de la concentration de dossiers à Mayotte pour occuper les juges et créer du droit. Eh ben, là, elles sont sur le droit opposable, par exemple, au logement. Il n'y a pas de logement disponible pour les migrants à Mayotte. Donc, vous pouvez continuer à penser que sur une île 375 km², c'est extensible. Le réel, c'est que ce n'est pas possible. Donc ça, c'est un gros sujet, parce qu'en fait, on est devenu le laboratoire des problématiques migratoires, un laboratoire fermé, avec une population qui a dépassé tous les seuils de l'acceptabilité. Le territoire a dépassé les seuils de l'habitabilité. Quand vous avez la crise de l'eau, oui, c'est une partie de sécheresse, oui, c'est une partie de changement climatique, c'est surtout un manque d'investissement public, parce que vous ne pouvez pas compter votre population. Quand vous avez une population clandestine qui est aussi importante, elle n'est pas comptabilisée dans la politique publique. On ne peut pas la comptabiliser. Donc vous êtes sur une pression sur les services publics qui est intolérable. Vous privez les nationaux d'accès à leurs services publics. C'est ce qui se passe à Mayotte. Et vous avez une concurrence entre les nationaux et les étrangers sur l'accès aux biens fondamentaux que sont l'eau, la sécurité, la santé, l'éducation. Un des sujets de la situation actuelle à Mayotte, de l'insurrection qui est en cours, parce qu'il y a des barrages partout, il y a des violences extrêmement graves, c'est parce que les parents, en fait, étaient en train de préparer la rentrée scolaire et que dans les classes à Mayotte, il y a entre 70 et 90% d'élèves, ce sont des étrangers qui sont arrivés le matin même en bateau. Et en fait, quand ils sont allés inscrire les enfants, les mères leur ont dit « il n'y a déjà plus de place ». C'est ça qui a mis le feu au poudre. C'est une vraie discrimination. C'est une vraie discrimination, c'est-à-dire que vous êtes un contribuable, vous payez pour des établissements publics auxquels vous n'avez pas accès. Quand c'est vos enfants, ça vous touche. Ça
C'est complètement péter un plomb aux gens. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est ça qui se passe. C'est que la colère, elle est alimentée par des problèmes très, très concrets. Ça va dans l'intimité de la vie des gens. Quand vous privez vos enfants de chances de réussite, d'accès à l'éducation, quand vous n'avez pas accès à l'hôpital, parce que le seul hôpital de Mayotte est une maternité géante, que vous n'avez pas de service d'oncologie, pas de service d'ophtalmologie, pas de service, tous les soins normaux auxquels vous devriez avoir droit dans un hôpital de la République, ben non, on a concentré toute la dépense dans un seul hôpital qui est devenu une maternité géante. Et on a créé, là encore par dérogation, pas d'application de l'aide médicale d'État, pas d'application de la tarification à l'acte. Donc on a mis une enveloppe unique pour l'hôpital de Mayotte, de manière complètement dérogatoire, ça ne fonctionne pas comme ça ailleurs, pour masquer le coût de la dépense des étrangers, des soins des étrangers. Moi, j'ai fait un rapport parlementaire sur la question. L'hôpital de Mayotte a accepté, consenti, grâce au poids de l'Assemblée nationale, parce que ça a été très dur d'obtenir les chiffres, c'est 90% de la patientèle à Mayotte est étrangère. Elle ne cotise pas à la dépense publique, elle monopolise... Elle profite de la générosité de la France. Voilà, mais en fait, moi sur le fond, je ne peux pas contester que la France a ses principes, ses grandes idées, mais en fait, il faut avoir les moyens de ses ambitions. Moi, je peux pas dire à ma population, vous êtes un contribuable, vous êtes un électeur, vous êtes un citoyen qui n'a pas accès à ses droits, mais par une surenchère et une compétition entre les associations de protection de migrants, un débat national sur les étrangers, vous allez donner accès maximal à ces étrangers et vous allez attendre patiemment. Une forme de préférence étrangère plutôt que nationale, en fait. À Mayotte, on est dans un cas complètement fou, oui, de préférence aux étrangers, qui fait exploser le pacte républicain. Le pacte social est en train de s'effondrer à Mayotte. On arrive à une contestation de la République qui est inédite. On arrive à un déchirement de l'espace politique parce qu'en fait, les populations ne comprennent pas qu'on leur dise « c'est la loi », mais la loi est contre nous. On se dit « mais attendez, nous on est Français, on paye nos impôts, on vote, et vous êtes en train de nous dire que des gens qui entrent illégalement sur le territoire, qui ne contribuent pas à la dépense, passent d'abord ?» On nous dit « oui, mais ce sont des gens qui sont très pauvres, qui sont dans une situation de détresse. » Mayotte, c'est pas le jardin de Rothschild. Il n'y a rien, c'est une population très pauvre. Donc c'est une population qui a aussi des attentes et des besoins légitimes. De la même manière que l'on nous dit, ils ont des droits. La population vous dit, mais moi aussi j'ai des droits. Ce que je vous explique, c'est la situation d'un territoire insulaire qui est à 500 km du continent africain, qui est revendiqué par un voisin et qui est devenu l'otage des débats nationaux sur le droit du sol, le droit des étrangers, les avancées sur l'immigration, les débats qu'il peut y avoir sur quels droits doivent avoir les migrants, en faisant totalement abstraction de l'acceptabilité sociale. C'est une question et de comment est-ce que le territoire en question peut faire face à cet afflux. Et moi, dans mes travaux, je suis allée en Grèce, aller voir les îles grecques, comment elles avaient travaillé sur cette question, parce que ce sont, comme Mayotte, des frontières sud de l'Europe. Je suis allée en Italie. Elles connaissent exactement la même situation. C'est-à-dire que, faute de réponse de l'État central, les populations se radicalisent, il y a des affrontements, parce qu'un territoire insulaire, c'est beaucoup de contraintes très particulières. Vous n'avez pas des ressources en terre infinies, vous n'avez pas des ressources en eau, vous ne pouvez pas avoir un approvisionnement simple pour les sécurités alimentaires. Et donc, on voit que les Grecs, les Italiens, sont allés jusqu'à remettre en cause profondément les questions d'asile et de droits des étrangers parce qu'il y a eu des abus sur leurs îles. Et nous aussi, on est dans cette situation à Mayotte. Même si le pays ne se comprend pas, ne se voit pas comme une frontière d'immigration massive, mais à Mayotte, c'est le cas, c'est la France, et on est avec un point de fixation des étrangers. Alors vous parlez d'absence de réponse. Il y a deux choses récentes faites par le gouvernement. La première, c'est l'opération Wambushu, on va y revenir, mais il y a également la loi immigration, vous avez voté pour. L'opération Wambushu, qui d'ailleurs veut dire reprise en main.
sur l'idée, c'était expulser les étrangers en situation irrégulière, faire du décasage, comme on dit. On a même parlé de décasage de Bandia, parce qu'il y a eu de l'opposition aussi locale, lutter contre la criminalité dans l'archipel, donc les objectifs étaient plutôt louables. Je pense que vous étiez assez d'accord avec ces objectifs, ces principes. Et puis ça a commencé 24 avril 2023, avec ce qu'on pourrait presque qualifier de journée des machettes, où on a vu énormément de citoyens, d'étrangers, de délinquants mahorais qui se sont opposés aux forces de l'ordre sur place. C'était une journée vraiment compliquée, il y a eu plusieurs blessés. Voilà, donc l'opération a mal démarré. En plus, vous avez une opposition d'une certaine magistrate qui a tenté de suspendre l'opération Wambushu, dont le nom était Catherine Vanier. Opposition du tribunal de Mayotte sur certaines décisions de Gérald Darmanin. Opposition des étrangers sur place, forcément, et des associations qui collaborent. Vous qui avez voté pour la loi immigration, qui elle est arrivée plus récemment, qui prétend aussi lutter, mettre en place définitivement les OQTF, quand vous avez l'opération Wambushu en tête et la loi immigration, est-ce que vous aviez mis un petit peu d'espoir sur l'action de Gérald Darmanin et sur le gouvernement en vous disant ça y est, saisissent du problème et si c'est pas le cas et si ça ne marche pas, quelle pourrait être la solution, j'ai envie de dire définitive pour sortir Mayotte de ce problème de chaos migratoire? Je pense que il faut comprendre que l'opération Wambushu a été mise en place à la demande des élus de Mayotte. C'est nous qui en avons émis l'idée. Et le ministre Darmanin nous a écoutés. Il faut comprendre que l'opération était en construction depuis plusieurs mois, elle a fuité dans la presse et elle a permis non seulement aux bandes de s'organiser et de commettre des violences, mais elle a permis aussi aux associations de droits de l'homme de monter tout un discours dans la presse nationale qui était ahurissant. La faute un peu à Mediapart et au Canard enchaîné alors. Le Canard a sorti l'information des semaines avant et en fait on a eu un déferlement médiatique contre Wambushu, annonçant son échec sans savoir de quoi il s'agissait. Et ça a en fait mis le gouvernement en position défensive sur une opération qui était légitime, demandée par la population et nécessaire. Mais mal préparée, vous pensez ? Moi, je suis pas dans les préparatifs, donc je peux pas vous dire. Une fuite dans la presse. Non, mais une fuite dans la presse. Ouais. Vous allez sur une opération où vous devez bénéficier d'un effet de surprise. L'effet, il est complètement vidé de sa substance parce qu'il y a eu des fuites, visiblement dans des services de l'État, je ne sais pas lesquels, qui ont passé l'information parce qu'il y a effectivement des hauts fonctionnaires ou des magistrats qui sont totalement contre l'idée qu'on agisse contre les bidonvilles, qu'on agisse contre l'immigration clandestine, qu'on agisse contre la violence qui sévit à Mayotte. Simplement moi, faire respecter la République. Voilà, moi, si vous voulez, là, c'est une dimension dans le débat qui nous dépasse tous parce que à Mayotte, c'est inaudible. C'est inaudible d'utiliser le drame de Mayotte pour aller faire de la politique politicienne sans aucune considération pour le drame qu'on vit au quotidien. Et je l'ai dit, les gbochos, gogos qui sont en train de se gargariser de Mayotte sans y avoir mis les pieds ne sont jamais là pour Mayotte. Ils sont là pour servir leurs intérêts. La preuve, quand on n'a pas accès à l'eau, vous les entendez pas. Hein, celles et ceux qui sont en train de dire pour le bien de Mayotte, gardez vos clandestins, gardez les bidonvilles, c'est des zones insalubres, c'est des zones dangereuses au niveau des glissements de terrain, c'est des zones où il n'y a plus accès aux services des pompiers ou de la gendarmerie, mais c'est très bien, hein, droit d'occuper illégalement des terrains parce qu'il n'y a pas de droit à la propriété à Mayotte. Enfin, je veux dire, on est dans une absurdité totale. Les mêmes qui sont en train de déployer des efforts énormes quand il s'agissait de lutter contre Wambushu. C'est un coup de com' de Gérald Darmanin, l'opération Wambushu. Mais je pense que vous êtes à côté du sujet, en fait. Le sujet n'est pas... Cette vision d'aller dire c'est le gouvernement qui se fait de la com', c'est faire abstraction de la réalité du terrain. Quand vous êtes à devoir mobiliser 3000 policiers, gendarmes, militaires, plus des juges et la sécurité civile, des médecins, pour aller juste ramener une situation au calme, ça vous donne l'ampleur du problème. C'est pas le sujet de savoir est-ce que c'est un coup de com', parce que là, quand vous avez 3000 personnes, c'est pas de la com'. Et que vous avez des dizaines de milliers de Mahorais qui sont derrière dans les rues
pour protester et dire « on vous le demande, tenez bon, ne lâchez pas », vous avez un soutien massif des élus, de la population et la volonté du gouvernement, qui est arrêté parce qu'il y a les émeutes dans l'Hexagone. Il faut comprendre ça. Wambushu n'était pas censé durer que 2 mois. C'était censé durer au moins 6 mois. Et en fait, les renforts ont été rappelés dans l'Hexagone parce qu'il y a eu les émeutes en juin. Ça, c'est très important. Parce qu'en fait... mais oui, parce qu'en fait, ici, on était dans cette espèce de, pour moi, de discours qui était mobilisé par la gauche, qui a, en amont de Wambushu, l'a complètement vidé de sa substance en disant c'est voué à l'échec, sans même savoir de quoi il s'agissait. Et après, quand elle était en cours, elle a été interrompue parce qu'il y a eu les émeutes dans l'Hexagone. Ensuite, c'était la Coupe du monde de rugby, puis les menaces terroristes. Et donc, on voit aujourd'hui cette violence qui repart, qui est repartie encore plus fort, et parce qu'il y avait une attente forte qui a été déçue pour la population, qui s'est sentie abandonnée parce que les bandes ont réagi. En fait, les bandes, c'est un corps vivant. Les organisations criminelles, qu'est-ce qu'elles font? Elles regardent, elles voient l'État qui s'agite, elles subissent des pertes parce qu'il y a quand même eu environ 80 arrestations de chefs de personnes recherchées, dangereuses, etc. Et puis après, elles se reconstituent. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a eu ce laps de temps. Nous, à Mayotte, on a reconnu une paix, une vie normale. On ressortait la nuit, on récupérait l'accès aux plages. On ne vit plus normalement à Mayotte. Hein. Qu'on revivait normalement, eh ben, elles ont testé, les bandes ont testé les forces de l'ordre. Il n'y a pas eu de réponse. C'est reparti. Et c'est reparti beaucoup plus grave, parce que là, la population se dit, on n'a aucun espoir. Et justement, j'allais vous poser la question, quelle solution vraiment? Alors vous, en 2019, j'avais retrouvé un de vos propos, vous aviez dit il faudrait presque l'envoyer à Comores, en fait, qu'on aille dynamiter les usines de production de Kwassa. Enfin, vous aviez dit il faut empêcher depuis les Comores que le départ se fasse, et notamment que la production de Kwassa. Alors moi, pour ma part, je pense qu'il faut comprendre l'histoire. Quelle solution vraiment je pense que la France et les Comores ont une relation incestueuse depuis les indépendances. Les mêmes qui considèrent que Mayotte française est une erreur, considèrent que l'indépendance des Comores, en fait, faudrait une petite relation France-Afrique à coup de Bob Denard, à coup de je sais pas quoi. Moi, vous savez, je suis très 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 simple et basique. Chacun chez soi et Dieu pour tous. Les Comoriens aux Comores, Mayotte avec les Mahorais. Mayotte est française, son sujet est avec la République, les voisins sont chez eux. Par contre, quand vous avez les Comores qui instrumentalisent l'immigration et qui envoient leur pauvreté, leur misère sur notre territoire, là, je dis stop. Et je dis que ce n'est pas des accords de coopération qui fonctionnent, puisqu'on nous dit, pour aider à lutter contre l'immigration clandestine, il faut verser un petit peu plus d'argent à un régime qui est corrompu, violent, qui tire sur sa population. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est quand même dans tous les rapports internationaux, qui est au fin fond de tous les index de lutte contre la corruption, la gouvernance. Alors, on regarde, moi je suis factuelle, je peux avoir tort, je regarde quand même que depuis 20 ans de politique de coopération et de financement du développement pour les Comores, non seulement ils ne se sont pas développés, mais la partie échange de cet accord, c'était vous lutter contre l'immigration clandestine, elle ne fait qu'augmenter. Voilà, je demande qu'on révise une politique publique dont l'échec est patent. Ils ont été les premiers aussi à critiquer l'opération Wambushu en disant que c'était oui, ils ne sont pas que critiqués, ils ont dit qu'ils ont stoppé, ils ont manqué de respect aux accords entre la France et les Comores en refusant de reprendre leurs ressortissants, c'est ce qui s'est passé, et en allant à la tribune pour réaffirmer que Mayotte était comorienne. Mais sur le fond, je dis que non seulement la diplomatie a marqué son échec dans le dialogue avec les Comores, qui ne luttent pas contre l'immigration clandestine mais qui l'instrumentalisent, et que si on est sérieux sur la lutte contre l'immigration clandestine, on en détruit les véhicules, c'est-à-dire les usines à Kwassa, les petits bateaux qui arrivent quotidiennement à Mayotte. Tous les journalistes de France et de Navarre sont allés aux Comores, ont inspecté ces belles usines. Elles sont toutes visibles, elles opèrent à ciel ouvert. On voit les usines qui fabriquent des Kwassa quotidiennement, des bateaux qui sont destinés au trafic humain. Qui finance tout ça ? C'est en partie avec les autorités comoriennes. Et puis le trafic humain, c'est un énorme business. C'est des millions et des millions d'euros. C'est financé par la diaspora qui envoie de l'argent à une population qui met son petit pécule de côté et puis qui va payer 2 000, 3 000 euros pour la traversée, qui risque la mort. Moi, je rappelle simplement
que le président Hollande, lorsqu'il a décidé que les intérêts du pays étaient en danger, a envoyé des forces spéciales françaises en Syrie pour détruire des camps qui fabriquaient des terroristes. Pour moi, c'est la même chose à Mayotte. Si on décide que Mayotte, c'est la France, que la France est attaquée, vous allez détruire de nuit ces usines qui ne sont pas censées opérer, vous avez mis fin au trafic. Ou en tout cas, vous l'avez ralenti pendant un moment. Moi, je refuse. C'est une forme de guerre qui est menée par les Comores à Mayotte? Mais évidemment, l'OTAN et l'ONU l'OTAN et l'Union européenne définissent l'instrumentalisation des flux migratoires comme une menace hybride. Vous utilisez les flux migratoires pour déstabiliser le pays d'accueil. Vous utilisez ces lois contre le pays d'accueil. Vous installez un déséquilibre dans l'accès aux infrastructures publiques. Vous détruisez la concorde politique. Vous alimentez les extrêmes. Vous êtes dans le cas d'école de ce qui se passe à Mayotte. Et vous utilisez les positions des uns et des autres pour semer la zizanie jusqu'à ce que le système s'effondre. Et à Mayotte, on est sur le point. Donc, c'est pas, des élucubrations d'une députée isolée. C'est l'OTAN, l'Union européenne qui le décrivent par le menu dans la définition de ce que sont les menaces contre l'Union européenne et contre l'OTAN, dont la France est membre. Le problème, c'est qu'on ne va pas jusqu'au bout de ce qu'on a signé, ce à quoi on participe. C'est-à-dire que nous, à un moment, il va falloir regarder la situation de Mayotte en face, sortir de l'angélisme par rapport aux Comores, a fortiori parce que depuis quelques mois, on voit quand même une nouvelle route migratoire qui s'est ouverte vers Mayotte, qui arrive directement du continent africain. Ce qui a mis le feu aux poudres à Mayotte, là, ces dernières semaines, c'est parce qu'on est avec un camp de migrants africains qui compte beaucoup de ressortissants des Grands Lacs, c'est-à-dire du Rwanda, du Burundi, du Congo, des personnes qui arrivent de zones de guerre, qui ont un rapport à la violence qui est très différent, et des Somaliens. Donc quand vous avez des réfugiés somaliens qui vont dans les rues à Mayotte avec des machettes en criant « Allahu Akbar », sur une île musulmane, la population est terrorisée, qu'on accueille des personnes qui sont extrêmement vindicatives, certaines violentes, certaines recherchées dans leur pays, pour des actes de violence ou de guerre. On a accueilli à Mayotte des génocidaires rwandais, recherchés dans les migrants, là, les personnes qui viennent à Mayotte, soi-disant les petits anges qu'il faut protéger. Nous, on est sur une île qui ne connaissait pas la violence, qui est face à une violence inouïe. Les préfets successifs nous disent l'immigration alimente la délinquance, la criminalité, puisqu'on a passé d'une délinquance de survie alimentaire à maintenant, on va agresser totalement gratuitement. Ça n'a rien à voir avec la pauvreté. Mayotte, qui est une île pauvre, ne peut pas entendre le discours de « les pauvres petits, ils ont faim ». Moi, découper des gens en morceaux n'a jamais nourri qui que ce soit, sauf si vous êtes des cannibales. Et là, vous êtes sortis de la race humaine. Alors, je voulais faire un peu le dézoom. Là, on est sur Mayotte et cette situation, beaucoup l'analyse, la comparent à la situation nationale. La France métropolitaine connaît une vague sans précédent d'immigration. La Cour des comptes l'a dit dans des chiffres depuis les années passées. Est-ce que vous faites le même parallèle? Est-ce que vous craignez que ce qui se passe à Mayotte aujourd'hui peut se passer en métropole demain? Est-ce que Mayotte, c'est l'avenir de la France? Et est-ce que parfois on parle de guerre civile? C'est un petit peu ce qu'on peut décrire sur Mayotte. Est-ce que vous craignez que ça s'étende au niveau métropolitain et est-ce que cette immigration africaine ou d'autres pays arrive aussi sur le territoire métropolitain? Est-ce que pour vous, le sujet il est que mahorais ou vous êtes d'accord avec le discours qui veut que cette situation est également présente sur la métropole? Vous savez, l'instrumentalisation du cas mahorais, c'est le ballon de football là, de toute la classe politique dans l'Hexagone. Chacun cherche à se faire peur, personne ne trouve de solution pour Mayotte. S'il y a quelque chose qu'on doit tirer de la situation de Mayotte, c'est les leçons d'une situation exacerbée. C'est-à-dire que Mayotte met en avant les contradictions de notre droit, les contradictions de notre pacte républicain et ses points de vulnérabilité. Donc, si on est cohérent et qu'on est réellement inquiet sur la situation dans l'Hexagone,
on comprend la situation de Mayotte pour voir ce qu'elle traduit de nos difficultés nationales, de nos incohérences dans le discours sur l'immigration, dans la politique d'accueil, dans la politique d'intégration, qu'on comprenne où on pêche. C'est ça pour moi qui est important. Je ne pense pas que dans l'Hexagone, et l'accueil des migrants ukrainiens l'a très bien montré, on a des capacités d'accueil quand on souhaite le faire et d'intégration. Mais on est aussi sur les zones où on concentre l'immigration avec des ruptures avec le pacte social, avec l'acceptabilité, et on a un rejet. Si on décide qu'on continue avec le surplomb moralisateur envers des populations d'accueil, où on leur dit vous êtes que des xénophobes quand ils commencent à questionner la politique d'accueil, que vous êtes sur, par exemple, un problème national d'accès au logement, et que vous avez une disproportion de personnes étrangères accueillies dans le logement social alors que les Français eux-mêmes ont du mal à accéder au logement social, pardon de rappeler que c'est quand même un problème légitime à soulever. C'est pas illégitime de dire l'accueil n'a pas de prix mais il a un coût. Et il faut se poser la question du coût de nos principes. Moi, je ne suis pas dans le discursif à Mayotte. Je ne suis pas dans des querelles partisanes, je suis dans du concret. Et j'aimerais que quand l'Hexagone s'empare de la question, à juste titre, ils aient l'honnêteté les uns et les autres d'aller au bout des questionnements. Pas de s'arrêter à la surface pour se gargariser et puis passer à autre chose. Chérie, fais-moi peur, regarde ce qui se passe à Mayotte, ça pourrait être en bas de la maison. Non, en bas de la maison, tu n'as pas des dizaines de gamins qui sont avec des machettes, qui n'ont pas de parents, qui sont complètement laissés à l'abandon. Tu n'as pas une saturation totale de l'ASE. Niveau au-dessus, mais exactement. Il y a quand même des problèmes liés à l'immigration sur l'Hexagone. Absolument. Mais donc qu'on ait la décence, pour nous Mahorais, de ne pas nous dire, chez moi, quand on casse mon pare-brise ou le rétroviseur, vous comprenez, c'est la même chose que de se faire découper en morceaux quand on va faire les courses. C'est quand même, je pense qu'il y a un peu d'obscénité dans ce type de comparaison. Mais par contre, je pense que ce que ça pose comme problématique légale, de droit, de nos principes et ce que ça questionne, c'est l'aveu d'un échec. C'est très important de se les poser. Parce que on est sur toutes les tendances et les projections et les analyses mondiale, ONU, Union européenne, tout concourt à nous dire qu'on va vers une augmentation des flux migratoires humains pour quantité de raisons. Et nous, la situation à Mayotte montre que notre pays n'est pas prêt et ne se pose pas les bonnes questions. C'est ça. Vous voyez, moi, je refuse d'alimenter les paranoïas locales. Je pense en plus que le discours national est complètement inadapté aux zones frontières. C'est-à-dire que la question dans le sud-est de la France, à la frontière italienne, c'est pas du tout la même situation du débat migratoire en Bretagne. Parce que l'accueil n'est pas le même. Parce que vous avez une concentration de mineurs isolés, de personnes en grande détresse qui arrivent parce qu'elles sont au point d'entrée. Et Mayotte est un point d'entrée comme la zone de Menton. Et que le débat, quand il est pris à Paris ou encore dans une zone de l'ouest du pays, ils n'ont pas le même point de vue parce qu'ils n'ont pas du tout le même vécu. Vous voyez ? Mais moi, je l'entends. Mais je dis, faut entendre ce qu'il se passe dans ces zones-là, parce que de dire qu'on va isoler le problème, l'enfermer, ça ne marche pas. Et qu'il y a des problèmes graves qui sont posés à Mayotte, entre autres celui des mineurs isolés. À Mayotte, on est à plusieurs dizaines de milliers de jeunes qui sont comme ça, abandonnés par leurs parents, qui, lors de l'expulsion, disent « je n'ai pas d'enfants », parce que ces enfants serviront potentiellement à la régularisation de toute leur famille au motif familial. Bien sûr. Et donc, c'est quelque chose d'horrible, c'est quelque chose de très grave. C'est des enfants qui sont... Une véritable organisation. Oui, c'est des enfants qui sont abandonnés, qui grandissent seuls dans des services d'aide à l'enfance, qui est un problème national, qui sont totalement saturés à Mayotte. Et ça nous pose à nous tous collectivement, qu'est-ce qu'on fait face à ces mineurs isolés ? C'est un problème d'adulte face à des jeunes qui, comme on n'a pas déployé à hauteur les services pour l'aide à l'enfance, mais qu'on n'a pas réfléchi l'éducation pour eux, c'est des enfants qui sont asociaux, qui sont en colère contre la société, qui sont abandonnés par les adultes. Légitimement, c'est des trajectoires personnelles extrêmement douloureuses, mais en fait qui posent un sujet sociétal très important.
Donc si les uns et les autres veulent économiser ce débat national en se disant c'est dans l'océan Indien, sur le petit confetti, ils vont tous s'entretuer, c'est pas très grave, tant que c'est pas nous, je pense que c'est une grave erreur. Mais dire Mayotte, c'est en bas de chez moi, dans le 16e, non. Je pense qu'il faut quand même avoir un peu de nuance. Mais oui, moi, mon engagement, c'est aussi de faire entendre à l'Hexagone que oui, vous devez prêter attention à ce qu'il se passe dans notre département parce que ça dit beaucoup de notre pays. Et non seulement ça dit beaucoup de notre pays, mais c'est utilisé sur la scène internationale pour décrédibiliser la France. Les Russes, les médias russes, le ministre Lavrov, le président Poutine ont mentionné Mayotte dans leurs discours officiels. Donc, c'est un sujet de vulnérabilité qu'il faut prendre au sérieux. Et que nous, nos lâchetés, nos incohérences, nos petits calculs politiciens, en fait, sur des drames humains et des drames, des questionnements philosophiques aussi importants, je ne suis pas sûre qu'on puisse se le permettre. Alors pour conclure assez rapidement, il nous reste quelques minutes, je voulais vous poser deux questions plus politiques. L'actualité... C'était pas politique du tout ce qu'on vient d'évoquer. C'était très politique sur l'actualité. Gabriel Attal a été récemment nommé Premier ministre. Est-ce que tout simplement vous pourriez lui faire confiance? Est-ce que vous avez pu échanger avec lui sur cette question de Mayotte? Est-ce que vous faites confiance à ce nouveau gouvernement pour prendre en compte cette situation? Je pense que le Premier ministre Attal a déjà sur la table la crise à Mayotte, puisque Mayotte est actuellement dans une situation insurrectionnelle. Nous, on attend des réponses et des décisions. La lenteur qu'il y a eu à nommer un ministre délégué à l'Outre-mer, par exemple, est très inquiétante. Il y a urgence à ce que l'exécutif s'empare de la crise et sorte des atermoiements pour compléter le gouvernement. Moi, je suis pas partisane, donc je travaille avec l'exécutif, point, pour mon territoire. C'est intéressant, vous dites vous n'êtes pas partisane. Justement, une question qui m'intéressait de vous poser. On sait qu'à Mayotte, il y a une forte percée du Rassemblement national. Marine Le Pen faisait plus de 60% au second tour de l'élection présidentielle. Quand j'ai retracé un petit peu votre parcours et ce que vous venez de me dire là, et que je regarde les propositions de Marine Le Pen pour Mayotte, je ne verrai pas d'incohérence à ce que vous soyez, par exemple, ministre des Outre-mer sous Marine Le Pen ou vous vous occupiez de cette question de Mayotte. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle sur Mayotte? Est-ce que vous pourriez imaginer, signer dès demain son projet pour Mayotte? Est-ce qu'elle a conscience de cette question? Est-ce qu'on a vraiment le sentiment qu'à Mayotte, Marine Le Pen fait des scores incroyables? En fait, je pense qu'il faut concevoir les scores de Mayotte et l'électeur mahorais comme un électeur comme un autre. Le cœur des difficultés à Mayotte sont les problèmes migratoires. Le seul parti national qui s'en est emparé, c'est le RN, donc il récolte les fruits de son programme, qui colle aux préoccupations des Mahoraises et des Mahorais. A fortiori parce que Marine Le Pen est venue 4 jours faire campagne pendant les présidentielles. Donc, les Mahoraises et Mahorais sont des électeurs comme les autres. Moi, je peux toujours chercher dans le programme des socialistes, des écolos, pas de LFI, mais de DLR ou des marcheurs, un programme spécifique pour Mayotte, il n'y en a pas. Le RN parle beaucoup de Mayotte, pille allègrement mes analyses. Si j'avais voulu faire partie du Rassemblement national, je ferais partie du Rassemblement. Ce n'est pas le cas. Je n'épouse pas leurs idées. Je ne suis pas d'accord avec eux. Mais je ne suis pas d'accord avec beaucoup de partis. Je considère, mais vous pouvez discuter de la question de Mayotte. Je discute avec tout le monde. Et eux écoutent, visiblement. Vous louez leur intérêt pour l'île de Je ne Mayotte. loue pas, je constate. Non, je ne suis pas dans l'appréciation ou pas. Je constate qu'en fait, dans l'offre politique, c'est le seul parti qui s'en empare. L'autre sujet de préoccupation à Mayotte, c'est l'eau. Ça a été le sujet de LFI. Ça a été... Non, ça fait des dizaines d'années qu'on a passé d'eau. Mais LFI en a fait le sujet de toute sa mandature précédente. Ils ont fait 40%. Sans faire campagne. Sans ancrage local. Et il faut aussi entendre que le RN à Mayotte n'a aucun ancrage dans les élus locaux. Donc on a un électorat qui, sur les questions de souveraineté, de pouvoir régalien, de sécurité et d'immigration, envoie un message à la présidentielle en disant Marine ou Mélenchon, c'est-à-dire condamnation de la politique du président Macron,
à Mayotte parce que déçus des promesses qui ont été faites au lendemain de 2018, où le gouvernement a annoncé 1,6 milliard pour Mayotte, rapports sénatoriaux, parlementaires, 70% de cet argent n'a pas été décaissé. Donc voilà, il y a eu un effet d'annonce, il n'y a pas eu d'action. Pendant le premier quinquennat, la violence a augmenté à Mayotte. Sanctions. Sanctions en allant, comme ailleurs en Outre-mer d'ailleurs, hein. Je pense qu'il faut quand même le noter, en allant vers un parti qui pose le sujet qui est la première préoccupation des Mahoraises et des Mahorais, et en allant vers un autre parti qui, lui, pose le deuxième sujet des Mahoraises et des Mahorais, l'eau. Et donc, vous analysez les scores à Mayotte, c'est l'ERN et LFI, donc les deux extrêmes, en disant les partis de gouvernement ne répondent pas aux préoccupations des Mahoraises et des Mahorais. Moi, j'ai toujours dit à tous mes interlocuteurs, pourquoi vous ne vous saisissez pas des sujets de Mayotte? Rien ne vous interdit de vous en saisir. Marine Le Pen n'a pas le monopole des tweets sur Mayotte, comme Maréchal Le Pen. C'est-à-dire que ce qui est ahurissant, c'est pas que Marine Le Pen ou Maréchal Le Pen ou les autres se saisissent du sujet. C'est pourquoi les autres partis ne le font pas. Si vous voulez avoir une offre qui soit à la hauteur des besoins ou qui réponde aux électeurs, vous pouvez pas me dire l'électeur mahorais, je comprends pas, ne répond pas aux autres partis. Mais qu'est-ce que les autres partis proposent pour Mayotte? C'est très très basique. Et c'est pas un sujet que pour Mayotte, c'est un sujet pour tous les Outre-mer. Parce que quand vous voyez les scores des partis traditionnels dans les Outre-mer, vous voyez qu'il y a un déficit d'offres nationales ou de réflexion des grandes parties du gouvernement pour les Outre-mer et que ces territoires le leur rendent bien, alors qu'on a tous des difficultés extrêmement importantes, des difficultés structurelles d'accès à l'eau pour les Antilles, de grandes violences avec le trafic de drogue pour la Guyane, des questions d'accès à la terre, des questions institutionnelles qui sont importantes. Et donc, si ces grands partis ne formulent pas de réponse, il n'y a pas de raison qu'ils récoltent des votes. Vous voyez? Donc, pour moi, la question des RN n'est pas... je pense qu'on la prend sous le mauvais bout. Si les autres partis faisaient comme les RN, à tweeter systématiquement, à faire des communiqués, à prendre la parole dans l'hémicycle sur Mayotte, moi j'ai déjà eu des discussions assez animées avec la majorité présidentielle en leur disant j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que sur Wambouchou, qui est une opération du gouvernement, il n'y en a pas un chez vous pour la défendre. Pourquoi vous me laissez, moi, membre de l'opposition, défendre? Oui, je suis la députée de Mayotte, mais vous êtes en train de défendre une politique du gouvernement et vous laissez les extrêmes taper sur cette opération qui est souhaitée par la population, défendue par les élus. Vous voyez, c'est ça aussi, cette faiblesse dont vous parliez du gouvernement. Elle se traduit par exemple sur le pilotage des sujets pour Mayotte. La question de l'eau, c'est une question qui est récurrente. La sécheresse, on l'a vu venir depuis plus d'1 an. Moi, je déplore qu'il faille attendre le bout du bout pour obtenir des distributions d'eau et de l'aide. Et d'ailleurs, sur les solutions pérennes de construction d'usines de dessalement, de réserves d'eau, le gouvernement est au point mort, en grande difficulté, n'avance pas, ça pédale. Donc voilà, les solutions sparadrap, c'est une chose, il faut des choses plus durables. Alors, en conclusion, on pourrait donc dire effectivement qu'il y a une forme d'abandon, en tout cas de déconnexion aussi de l'État, de certains mouvements et de certains dirigeants français vers votre très belle île de Mayotte. J'ai eu la chance de pouvoir y aller également. Ah, formidable. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup d'être venu jusqu'à chez nous pour nous parler de Mayotte. Voilà, j'étais ravi de pouvoir vous présenter aux lecteurs et spectateurs de Boulevard Voltaire. Je pense qu'avec vous, on a pu mieux comprendre les enjeux. On n'hésitera pas à vous réinviter pour voir un petit peu la suite de tout ça. Mais je voulais vous dire avant que vous concluiez, parce que je sais que vous dites merci, mais c'est moi qui vous remercie parce qu'en fait, je pense qu'il faut vraiment comprendre que la couverture médiatique qu'il y a pour Mayotte, en fait, change beaucoup les choses. Pour nous, Mahoraises et Mahorais, ça nous permet de nous sentir moins seuls, d'avoir la solidarité, la compassion de nos compatriotes, ça fait beaucoup. C'est parce que c'est une situation qui est dure à vivre et qu'on a plein de marques de soutien et que ça nous touche, mais que aussi cette pression médiatique force le gouvernement à agir.
Donc voilà, un grand merci. Ben, merci à vous. Voilà, Boulevard Voltaire, c'est ça, c'est nos territoires, c'est la France dans toute sa diversité, toute sa largesse, sa richesse. Donc voilà, merci Merci beaucoup. à vous. À très bientôt sur Boulevard Voltaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Rendez-vous dimanche prochain avec un nouvel invité. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube. Voilà, plus de 120 000 abonnés aujourd'hui et nous continuerons de suivre pour vous les élections européennes qui approchent. Donc restez abonnés. À très bientôt.